Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons étudier le mythe intitulé Enki et l'organisation du monde. Ce récit est une composition mythologique sumérienne longue et relativement bien conservée, environ 472 lignes. Plus d'une trentaine de manuscrits, pour la plupart fragmentaires et originaires de Nippur et datant de la période paléo-babylonienne, ont permis de reconstituer ce texte rédigé à l'origine au IIIe millénaire. Même s'il contient des éléments fictifs, ce poème se concentre sur la réalité historique et géographique, tout comme sur les aspects culturels, socio-économiques et moraux qui constituaient le pays de Sumer à cette époque. L'auteur nous décrit l'organisation du monde des hommes et fait fi des royaumes des dieux, par exemple les enfers, les cieux ou l'Abzu. Le récit s'ouvre sur une série d'éloges à Enki. Cette partie du texte suggère que cette œuvre fut récitée ou chantée durant des cérémonies ou des processions en son honneur. Le dieu Poliade de la ville d'Eridu y est mentionné comme une divinité agissant pour le bien-être des hommes à la suite de la demande d'Enlil. Il mit à la disposition de son peuple son savoir et ses techniques, permettant d'accroître la production agricole et la fécondité du bétail. L'auteur le considérait comme la divinité la plus intelligente, la plus ingénieuse du panthéon mésopotamien. Il était celui qui rendait fertiles les animaux et favorisait l'abondance des récoltes. Il fixait aussi les destins et réglait les lois de la nature. Un peu plus loin dans le texte, Enki prend la parole. Dans sa première lange personnelle, le dieu de la sagesse raconte comment Enlil lui offrit l'aimé et le pouvoir de déterminer les destins. L'aimé étaient les énergies, les objets ou les actions divines qui permettaient la mise en place et l'organisation des institutions sociales, des pratiques religieuses, des technologies, mais aussi des comportements, des mœurs et des conditions humaines de la civilisation sumérienne. L'aimé était des règles de vie et représentait cet ensemble de caractéristiques qui font du monde ce qu'il est. Il pouvait être soit bénéfique, soit maléfique, et participer à l'équilibre de l'univers. Étant considéré comme le seigneur des arts et des techniques, Enki jouait le rôle de gardien de ses pouvoirs. Cependant, le texte nous indique que les mets appartenaient à l'origine à Enlil, et furent ensuite transportés de l'Écure vers l'Apsu pour finir dans les mains du dieu de la sagesse. Dans son deuxième éloge, Enki se concentre en particulier sur son décret d'un bon destin pour sa ville natale et son temple, à savoir l'Abzu d'Eridu. Alors le saut-cylindre NB 1905 datant de l'empire d'Akkad représente Enki assis sur un siège en compagnie d'un héros. Isimud, l'intendant aux deux visages, introduit la déesse personnelle d'un haut rang, à savoir le propriétaire de ce sceau. Nous apprenons ensuite qu'il prévoit d'effectuer un voyage en bateau à travers le pays de Sumer, et même jusqu'à Meloua, Magan et Dilmun, afin que les habitants de ces contrées fournissent à Nippur les cargaisons de leurs marchandises. Suite à cela, la longue section centrale de la composition raconte l'expédition d'Enki à travers le pays, décrivant le destin du monde sumérien. Alors vous avez ici le saut-cylindre AO 2332, où l'on voit Enki sur une barque qui navigue dans son domaine de l'Abzu. Le passage compris entre la ligne 140 et 154 nous révèle le rôle joué par la caste sacerdotale dans les préparatifs du voyage d'Enki. L'auteur justifie ainsi ces rituels et ces acteurs qui, au nom de toute la population de Sumer, participaient activement à la restauration et ou au maintien de l'ordre universel. Pour cela, ces hommes servaient assidûment les dieux et en particulier Enki. Après que les préparatifs appropriés pour le voyage furent accomplis, le maître de l'Abzu se mit en route. Il commença par offrir un destin prospère au pays de Sumer. Il ordonna par la même occasion à ce que les Anuna décrétèrent les destinées des villes et des habitants sur ce même territoire. Ce passage sous-entend que les dieux prirent résidence sur terre, plus précisément en basse Mésopotamie. Ensuite, il se concentra sur la cité-État d'Ur, pour en faire la plus glorieuse des agglomérations urbaines de l'époque.
Après cela, il se déplaça vers les régions environnantes. Pour les royaumes pacifiques comme Meluhha, Magan et Dilmun, il concéda l'abondance de ses produits indigènes qui devaient être exportés vers Sumer. Le scribe nous informe que Meluhha était un producteur de bois et de métaux précieux, tandis que les gens de Dilmun acheminaient les poissons, les dattes, les fruits et vraisemblablement les céréales dont les Sumériens avaient besoin. Au Martou, Enki offrit le bétail qui était généralement vendu aux principales cités-États de Sumer. Ce peuple nomade se déplaçait à l'époque dans les régions situées à l'ouest de la Mésopotamie. Le berceau de cette population se trouvait vraisemblablement dans l'actuelle Syrie. Le terme akkadien Amurum, qui se traduit par Amorite, désignait la région montagneuse qui s'étend à l'est d'Ougarit, et ce jusqu'à Djebel Bishri. Quant aux ennemis de l'est, Elam et Marashi, ils étaient voués à la défaite et leurs trésors transportés à Nippur. Un peu plus loin dans le texte, l'auteur nous décrit la ville d'Our comme étant au centre d'un vaste réseau fluvial et maritime. Enki fit du Tigre et de l'Euphrate deux piliers majeurs de l'organisation économique et géopolitique de Sumer. Les réseaux fluviaux favorisèrent les échanges commerciaux entre les cités-États de la région, faisant de ce royaume le point central de ces transactions. Dans la deuxième partie du voyage, il revint à Sumer où il rendit féconds les fleuves mésopotamiens afin qu'ils fournissent l'eau nécessaire à l'agriculture. Grâce au Tigre et à l'Euphrate, l'Écure croulait sous l'abondance des approvisionnements. Puis, Enki attribua à des divinités spécifiques des fonctions ayant pour but d'organiser le pays et d'y apporter la prospérité. La répartition de ces tâches peut être résumée ainsi. Mbiloulou reçut la gestion des voies navigables. Ursha, la chasse et la pêche dans la lagune méridionale. Nanche, la gestion de la partie littorale et la pêche maritime encore plus au sud. Ishkur, le contrôle des pluies et des vents. Enkimdu, la responsabilité des sillons, des fossés et des digues. Ezina, la production des céréales. Kula, la fabrication des briques. Mujdama, l'architecture. Shakan, la responsabilité des animaux sauvages. Dumudzi, l'élevage du menu bétail. Utu, la mise en place et la surveillance du territoire et de ses propriétés. Uttu, le tissage. Aruru, qui reçut le titre de Nintu, la naissance des hommes. Nininsina, la fonction de prêtresse du dieu An et de l'amour libre. Ninmug, le travail du bois et des métaux ainsi que de l'aide à l'accouchement. Nizaba, l'écriture, l'arpentage et les mathématiques. Enki régula ainsi le monde au niveau agricole, artisanal, industriel, social, économique et politique. Le dieu de l'Abzu sut organiser intelligemment la nature pour faciliter l'essor d'une société civilisée au service des dieux, faisant de Sumer son centre névralgique. Dans la quatrième et dernière partie de ce poème, Inanna se plaignit à Enki de n'avoir reçu aucune fonction de sa part. Elle énuméra les attributions reçues par ses homologues féminines, à savoir Aruru, Nininsina, Ninmug, Nizaba et Nanche. Ce passage nous dévoile le caractère ambitieux et envieux de la déesse de l'amour et de la guerre. La réponse d'Enki à la plainte d'Inanna est surprenante. Il tenta d'apaiser sa congénère par des compliments sur sa beauté, son charme, son pouvoir d'attraction. Il loua aussi son intelligence qui lui permettait de dénouer les intrigues et de gouverner judicieusement ses territoires. Bien que le texte à la fin de la composition soit gravement endommagé, nous pouvons en déduire que le dieu de l'Abzu essaya de tempérer l'attitude guerrière et agressive d'Inanna, souvent cause d'inquiétudes et de conflits parmi les Anuna. Il lui remémora qu'Enlil, le régent des dieux, ordonna une ère de paix et de prospérité pour Sumer et le reste du monde, une décision qui s'appliqua logiquement avec son œuvre ordinatrice. Donc vous avez ici le saut-cylindre A27903 de l'Oriental Institute Museum, datant de l'Empire d'Akkad, où l'on voit Ishtar, ou Inanna, avec son équipement guerrier et le pied posé sur un lion.
Le poème Enki, l'organisation du monde serait finalement un récit de propagande au profit du culte d'Enki en pays de Sumer. Ce mythe religieux est une pensée analogique qui se reflète sur le monde humain en créant des rapports entre les événements et les expériences des hommes et les actions des dieux. Ainsi, l'équilibre du cosmos et le rapport entre les divinités et leurs esclaves étaient maintenus quotidiennement par des liturgies effectuées par la caste sacerdotale. Ici, la prospérité du royaume et l'élimination de la guerre reposaient, selon le scribe, sur les activités bénéfiques du dieu de la sagesse. Cependant, le culte d'Enki n'excluait pas celui des autres divinités. Bien au contraire, ce poème encense le dieu de l'Apsu comme étant le promoteur des pratiques religieuses à l'égard de ses semblables. Si Enki fut l'initiateur de l'organisation du monde, les prêtres, avec la collaboration du souverain et du peuple, avaient pour mission de maintenir cet ordre harmonieux contre l'érosion physique ou socioculturelle de la civilisation et de ses ressources. Voilà, c'est tout pour ce poème. J'espère que vous avez pris du plaisir à visualiser cette vidéo. Alors vous pouvez retrouver l'intégralité de ce poème traduit en français dans mon ouvrage intitulé « Mythe des origines de la littérature sumérienne ». Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci et à la prochaine.